Merci Bénédicte pour être ici encore à nouveau la deuxième année dans le sommet de la conscience. Et cette année, tu m'as dit que tu voulais parler des conditionnements au quotidien. On a déjà un petit peu parlé l'année dernière dans cette belle conférence que tu as fait en 2017, mais j'aimerais que cette année tu ailles encore plus loin parce que c'est un sujet très important. Qu'est-ce que sont les conditionnements? Alors les conditionnements, ce sont les programmes de l'enfance qui font que nous allons vivre aujourd'hui dans notre vie quotidienne, c'est-à-dire au travail, avec nos partenaires amoureux, avec nos enfants, avec nos parents, notre fratrie, et bien sûr nos amis. Nous allons vivre des situations qui sont frustrantes, dans lesquelles nous sommes malheureux, malheureuses, des situations dans lesquelles nous avons l'impression que soit nous sommes toujours le vilain petit canard, toujours le bouc émissaire, toujours celui qui a tort, ou nous nous sentons abusés ou victimes. Et donc, ce sont des situations qui parfois sont très subtiles, parfois très lourdes, mais finalement, c'est toujours la même racine. Et ce qui compte, ce n'est pas tant ce que nous vivons, mais la façon dont nous le percevons. Donc, il y a des gens qui vont avoir juste une petite réflexion, genre pourquoi tu mets cette jupe? Et ça va les mettre dans tous leurs états. Parce que la petite grimace, le petit rictus de la maman qui dit tu mets cette jupe, alors que la maman, elle a 80. Qu'elle n'est plus là. Ou qu'elle n'est même plus là, mais ça peut être une. Alors dans ce cas, si elle n'est plus là, c'est un rictus de quelqu'un d'autre qui rappelle celui de la maman. Et si elle est là, ça veut dire, vous avez beau avoir 50 ou 60 ans, votre mère vous regarde comme si vous aviez 5, 7, 8 ans, et vous avez la même sensation que dans l'enfance. Et pourtant, vu de l'extérieur, votre sœur va vous dire « Oh, mais tu sais comment elle est !» Mais ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être le frère ou la sœur. Le fameux frère ou la sœur qui arrive, qui occupe tout l'espace, et tout le monde va dire « Oh, mais tu sais comment il est, mais laisse-le, tu ne le changeras pas. » Et vous arrivez à la réunion de famille, et vous sortez de là détruite. Et ce sont des tas de micro-situations, ou de grosses situations, qui nous arrivent au quotidien, et qui sont lourdes à porter. Alors, si nous avons de la chance, nous avons un domaine qui est concerné. Mais si nous n'avons pas de chance, nous avons tous les domaines qui sont concernés. Au plusieurs. Ouais. Ou en tout cas, au moins 2. Ok. Alors, donc, si je comprends bien, c'est des répétitions qui nous vivons au quotidien, parfois conscientes ou inconscientes, et qui ont, j'imagine, que comme source nos blessures d'enfance. Eh bien, évidemment. Donc, en fait, il y a 2 choses qui se passent. Il y a les blessures d'enfance qui font que nous nous sommes suradaptés pour pouvoir sortir de ce que nous avons vécu, et ça, je vais le développer après. Donc, nos blessures vont nous amener à avoir mis en place un système de défense. Et ce système de défense nous a sauvé la vie autrefois, mais n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et nous continuons à être des enfants soit très soumis pour plaire, soit au contraire toujours sur la défensive ou rebelles. Et puis, nous allons choisir, et c'est là où ça se passe dans un système, des personnes qui vont nous faire revivre exactement ce que nous avons vécu autrefois. Ce qui fait qu'il y a des moments où nous nous sentons, mais avec des envies de hurler, des rages. Quand mes coachés me parlent du mot que l'autre va employer et me disent « j'ai envie de le tuer à ce moment-là », eh bien, ça vient de l'enfance, mais nous sommes responsables du choix que nous avons fait, qui nous amène à rencontrer des gens qui vont nous faire revivre la même chose. Alors on a dit oui, c'est très bien, ça nous a fait du bien d'avoir rencontré tous ces gens pervers, parce que grâce à cette perversion, maintenant j'ai appris, ok, mais 1 fois, pas 2, pas 3, pas 10. Ouais. Et c'est là où nous avons notre responsabilité. Et j'imagine que tant que ces situations, même si tu as compris plein de choses, tant que ces situations se répètent dans ta vie, c'est parce qu'elles ne sont pas guéries aussi. Hein? C'est parce que je cherche désespérément la reconnaissance de mes parents à travers des gens qui vont enfin, alors même qu'ils sont choisis pour ne jamais me donner ce que je veux, je vais avoir l'espoir que ces gens-là vont enfin me donner ce que je veux. Et je cherche désespérément à revivre des situations que je connais bien, probablement parce que mieux vaut vivre ce que je connais, qui me donne l'illusion d'être aimé, pas comme je le voudrais, mais au moins j'existe et je suis vivant, que de ne rien vivre du tout. Et parfois, le conflit, le mépris, le jugement, tout ce que nous vivons de désagréable est parfois la seule façon d'être en lien avec nos parents. Et c'est mieux que rien, qu'ils soient vivants ou morts d'ailleurs, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure. Ok. Parlons des responsabilités, parce que j'ai l'impression que la responsabilité a une place primordiale dans cette histoire. Qu'est-ce que tu peux dire? La responsabilité, c'est quand je rencontre quelqu'un, par exemple. Je prends le domaine amoureux parce que c'est là où ça se voit le plus. Je fais une rencontre et je vois tout de suite que cette personne
va être compliqué parce que la personne est en couple, parce que la personne a plein de problèmes avec son ex qui est alcoolique, parce que la personne elle-même a une addiction, parce que la personne est dans une phase de sa vie, n'a pas de travail ou vit des choses difficiles au travail. Bref, je rencontre quelqu'un qui n'est absolument pas disponible pour moi, pour plein de raisons, et j'y vais quand même. Voilà, ça c'est un exemple typique. On me propose un nouveau travail dans mon entreprise. Je sais que la personne qui dirige le service a une très mauvaise réputation. Je sais que si j'y vais, je vais dans le mur, mais j'y vais quand même parce que je me dis à chaque fois qu'avec moi, ce sera différent. Et pareil au niveau du burn-out, je vais accepter, alors que je sais que je touche mes limites, mais je vais accepter pour essayer de plaire, alors même que si je continue, je sais que je risque d'avoir un gros problème. Pourquoi est-ce que j'y vais? Et c'est là où j'ai une responsabilité. C'est-à-dire, est-ce que je décide que je suis capable de ne pas aller là où ça va faire mal, ou est-ce que mon besoin de revivre ce que je connais par cœur et qui me rend vivant est plus important que ma souffrance? Et en fait, quand la souffrance devient plus importante que la soumission à un modèle d'enfance, c'est là où je commence à prendre ma responsabilité. Mais avant, c'est très difficile, parce qu'il a fallu que j'en crève, et c'est pour ça que les gens y retournent avec les mauvais patrons. Et qu'ils ouvrent les yeux. Jusqu'à ce que ce soit tellement... C'est même plus ouvrir les yeux, c'est tellement violent que là, je suis obligée d'ouvrir les yeux. Et là, je suis obligée de dire, si je veux sauver ma peau, il faut que je sorte de cette relation. Mais tout ça, ça vient d'une hyper-adaptation. Parce que lorsque j'étais enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Très vite, j'ai été confrontée à une situation douloureuse parce que je suis née après un enfant mort, parce qu'un enfant est mort quand j'avais 2 ans. J'ai vu ma mère pleurer au téléphone pendant des heures. Elle a fait une dépression parce que papa, il n'était pas gentil ou qu'il était caractériel ou que maman, elle piquait des crises. J'ai vécu des choses qui sont violentes ou qui ne le sont pas, mais qui peuvent avoir été perçues pour moi comme extrêmement violentes. Et pour pouvoir supporter ces choses, et c'est là où je voulais revenir sur la suradaptation, il a fallu que je sois plus de quelque chose, plus soumis, plus gentil. Maman a essayé de m'avorter, l'aiguille à tricoter ne m'a pas touchée, je suis née quand même. Alors quand je vais naître, je vais montrer à maman que c'était bien et que je sois née, et qu'elle oublie qu'elle a voulu m'avorter. Elle n'a pas eu raison, quelque part. Oui, c'est ça. Et que je vais donc me suradapter pour être parfaite auprès de papa ou de maman, parce que papa a peut-être dit « Ah, moi je voulais un garçon, je ne la connais pas », combien de fois j'ai entendu cette phrase, ben, je vais devenir le garçon manqué. Et dans tous les cas, je vais faire tout pour faire oublier à mes parents qu'ils ne me voulaient pas. Ça va faire de moi un enfant suradapté, qui va être constamment au service de tout le monde, et qui va avoir comme programme de chercher une reconnaissance. Mais en fait, la reconnaissance, elle n'arrive jamais. La seule chose que je peux avoir, c'est d'être tolérée en étant au service des gens. Ça, c'est le premier cas de figure. Et le deuxième cas de figure... Au service des gens ou pas? Parce que ça s'est fait par action ou réaction, non? C'est toujours au service des gens, puisque dans le cas de figure où je veux être aimée, je vais anticiper les besoins des autres pour qu'ils soient heureux. Et c'est le jour où je vais commencer à dire « Mais attends, mais ma responsabilité, j'ai plus 3 ans, je ne suis plus un enfant qui doit survivre avec le système de défense que j'ai mis en place, dans les conditions de l'époque. Maintenant, je suis adulte. Et en tant qu'adulte, je ne suis plus coincée dans la prison de l'enfance. Et je peux donc complètement réagir. Je ne suis plus prisonnier. Et c'est là où les choses commencent à changer. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est plus obligé d'emmener maman se promener, faire ses courses tous les samedis, qu'on n'est plus obligé d'accepter tous les dossiers qu'on vous propose, qu'on n'est plus obligé d'accepter les mauvaises vacances, qu'on n'est plus obligé d'accepter des amoureux qui nous trompent ou qui ont comme première maîtresse l'alcool ou la télé. Vous voyez, tu vois, je te vous vois même tellement je suis prise dans mon truc. Je ne suis plus en tant qu'adulte obligée d'accepter. Et c'est là où ma responsabilité va être le début du changement. Et de prendre la responsabilité, tu es en train de dire que nous donne quelque part une force, parce que je ne me vois plus comme l'enfant, je me vois comme l'adulte, et l'adulte, il a plein de ressources. Voilà, alors il y a en fait la première ressource, je pense, elle vient de l'enfant, c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant, je me suis suradaptée, ça s'appelle une ressource.
C'est-à-dire que quand j'ai anticipé, ou si je me suis rebellée, c'est la même chose. Si on ne voulait pas de moi, j'ai dit, vous ne voulez pas de moi, vous allez entendre parler de moi, et que je me suis fait remarquer, je me suis fait jeter de tous les établissements où je suis allée, et j'étais dans tous les commissariats de France et de Navarre, que j'ai donc été quelqu'un de suradapté ou quelqu'un qui s'est opposé, dans tous les cas de figure, j'ai trouvé de la ressource en tant qu'enfant pour pouvoir sortir de la mauvaise situation que je vivais. Parce qu'on ne m'attendait pas ou pas comme j'étais. D'accord. Et peu importe la façon dont ça s'est passé, j'ai développé des ressources de suradaptation par excès, donc dans une forme de rébellion ou par défaut. Et ces ressources-là m'ont permis, et il ne faut jamais l'oublier, de survivre avec mon hypersensibilité. Parce que je suis certaine que les gens qui nous écoutent sont des gens hypersensibles. Et comme toi et moi. Et que je suis en connexion avec ton hypersensibilité, là, tu vois. Ouf, tu sens? Non, c'est cool, continue parce que c'est très touchant. Mais je suis en connexion avec ton hypersensibilité. Et je vois la petite Anna dans son enfance. Je suis en train de voir ce qu'elle a vécu, comment elle s'est suradaptée. Ben, c'est ça que nous avons tous fait. Nous nous sommes suradaptés. Et cette hypersensibilité a fait que c'était plus difficile pour nous que pour les autres. Parce qu'il y a des gens, ils ont mis leur habit de canard et ils ont laissé glisser, comme la pluie sur les plumes du canard. Mais nous, nous avons tout ressenti. Donc, ce qui se passe, c'est que nous nous suradaptons par excès, donc en étant dans la rébellion, ou par défaut, en étant des enfants très au service, qui anticipent. Et nous continuons à avoir ces comportements aujourd'hui avec les gens que nous rencontrons professionnellement ou dans les relations plus intimes. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Parce que la responsabilité, c'est est-ce que je suis capable de renoncer à mon système de défense ? Parce que du coup, qui suis-je sans mon système de défense ? Et tu vois, souvent, je dis aux gens, mais... Qu'on nous sommes trop identifiés, en fait, à ces gens de Exactement. Ouais. Je suis totalement identifiée à mon système de défense. Je suis ma colère, je suis ma rage, je suis ma frustration, je suis ma jalousie. Et du coup, je continue à faire vivre mes parents en moi, comme quand j'étais petit, et je dis à l'enfant que j'étais, tais-toi, reste à ta place, adapte-toi. Au lieu d'utiliser ma ressource d'adulte, conjuguée à cette ressource d'enfant qui a fait que je suis devenue l'être que je suis, pour pouvoir justement prendre ma responsabilité et sortir de la prison. Et cette prison, c'est quoi ? C'est ce moment où je dis à l'enfant, tais-toi, tais-toi. Et je lui parle comme mes parents me parlaient. Et si je prends ma responsabilité, je lui dis, tu n'es plus tout seul. Je viens te chercher. Dans l'enfance, enfin, tu connais ça par cœur. Je viens te chercher. Et je m'occupe de toi. Je te prends en charge. Et je te promets que plus jamais tu ne vivras dans les relations d'adultes que je peux gérer en tant qu'adulte, plus jamais tu ne vivras le même emprisonnement. Je viens te délivrer. Ça passe par une rencontre avec son enfant blessé. La blessure qui, bien sûr, nous donne le chemin pour aller dans l'enfance, mais c'est vraiment cet enfant blessé que nous avons été qui, lui, continue à chercher ce qu'il connaît, c'est-à-dire une reconnaissance qui passe par une forme de maltraitance. Et comment tu crois que... Parce que parfois, on a l'impression qu'on n'a rien vu venir, que ça m'est tombé sur la tête, etc. Est-ce que tu crois que c'est énergétique, qu'on attire ça parce qu'il y a quelque chose qui est résonnant chez nous, qui n'est pas réglé et qui attire l'autre à partir de cette blessure? En fait, il y a deux choses qui se passent en même temps. Il y a le programme Abusez-moi Milord. Abusez-moi. Voilà. Et donc, je vais avoir un GPS qui va dire à toutes les personnes abusives que je suis capable d'être abusée. Donc ça, c'est la première. Je suis dans l'accueil de ce genre de personnes. C'est-à-dire que il y a écrit sur mon... C'est comme si j'étais une femme sandwich ou un homme sandwich et qui avait écrit, au lieu d'avoir la pub pour la boulangerie machin, avec la formule sandwich, il y a écrit vous pouvez m'abuser, je suis fait pour ça, je peux encaisser beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de me rebeller. Ok. Soyons clairs que tout ça se fait au niveau énergétique, hein? Que c'est pas qu'on le dit ou qu'on... Oui. Voilà. Alors moi, je n'appelle pas ça énergétique, mais c'est énergétique, tu as raison, mais
Je dis que Subtil, si tu veux. voilà, on va dire c'est ça. C'est comme s'il y avait écrit quelque part, vous pouvez y aller, abusez-moi, je n'attends que ça. Et puis il y a aussi, et ça c'est la chose la plus embêtante, c'est que les personnes qui nous érotisent, mais au sens énergétique du terme, et non pas au sens je suis en train de jouir, les personnes qui nous érotisent, qui nous excitent, avec lesquelles on a envie d'être, que ce soit des personnages de nos vies amoureuses ou des collègues, ce sont les gens qui nous érotisent le plus, qui sont les plus maltraitants et qui nous rendent les plus vivants. Et nous préférons la reconnaissance des collègues populaires que tout le monde vénère que la reconnaissance du collègue obscur dans un coin que personne ne calcule. Voilà, j'imagine le succès du bad boy. Exactement. Uh-huh. Le bad boy qui est beaucoup plus proche de son bas-ventre que de son cœur et qui va donc être dans une énergie sexuelle très caliente. Donc le bad boy est donc très chaud et le gentil garçon qui est proche de son cœur, lui, il est moins intéressant. Et l'érotisation, c'est aussi en lien avec l'enfance. C'est-à-dire, je me dis, peut-être qu'avec moi, ça va être différent. Peut-être qu'enfin, maintenant que je suis grand, que je ne suis plus petit, peut-être que l'autre va me donner ce que j'attends. Mais précisément, je l'ai choisi pour qu'il en soit incapable. Et ce peut-être, il y a une excitation dans l'attente du coup de fil, du contrat, de la mutation, peu importe de ce qu'on attend. Il y a une excitation, une érotisation qui fait que là, c'est totalement énergétique et je me sens totalement vivante quand peut-être enfin les choses vont changer. Et le moment de la montée, ça y est, paf, c'est un moment, c'est un grand orgasme. Et c'est ça qui fait que les gens reprennent une dose, retournent voir des patrons qui sont, des collègues qui sont dans le harcèlement, dans l'espèce de jugement ou de petits commentaires débiles. C'est cette espèce de recherche d'érotisation. Alors tu peux l'appeler une recherche énergétique. Donc il y a à la fois le programme qui nous amène à dire qu'on est abusable, et il y a à la fois l'excitation de l'abus, parce que quand j'étais petit, je n'étais vivant que quand j'étais maltraitée, ou en tout cas pas comme j'aurais voulu l'être. Est-ce que tu peux expliquer ça? Pourquoi ça arrive? Parce Alors, que tu es conscient que c'est pas naturel, c'est pas normal. de rechercher la maltraitance de Oui, l'enfance voilà. ou à l'âge adulte? Non, à l'enfance. Pourquoi? Alors donc déjà, pour simplifier la compréhension du mécanisme, on va considérer que l'âge adulte, c'est aujourd'hui ce qui se passe. Alors je prends l'ascenseur et je descends directement dans l'enfance. Et là, je suis dans mon enfance. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis ça? Parce que probablement, si je suis une femme, ma maman a vécu elle-même des choses difficiles. Ouais. Et elle a le choix de m'encenser en disant « je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu » ou de me faire porter le poids de son enfance blessée. Ouais. Et là, tu vas vivre ce que j'ai vécu. Tu vas être le Sherpa. Et je te préviens, si tu ne portes pas, je ne te regarderai même pas. Mais la fameuse fidélité familiale. La fameuse loyauté. La fameuse loyauté. Et là, il se trouve que je peux avoir la chance d'avoir une mère qui a dit « je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu ». Bon, c'est de plus en plus fréquent, mais si tu vois le nombre de jeunes entre 16 et 25 ans qui me racontent des choses de nos générations, je me dis, mais rien ne change. Fondamentalement, ceux qui ne font pas le travail ne changent pas. Et donc, qu'est-ce qui va faire que ma mère va m'imposer de porter le poids de l'enfance vécue, alors que ma sœur va être vénérée? C'est que précisément ma mère avait une sœur ou un frère qui était vénéré, et elle était le vilain petit canard. Et donc, elle va décider que ça va se rejouer avec l'enfant parfait adulé qui a tout et l'enfant qui ne compte pas. Alors, à partir de là, je peux décider de me positionner en m'écrasant ou je peux me rebeller contre ça. Parfois, je me rebelle à partir de l'adolescence. Et ce qui va faire que, de toute façon, j'ai une colère contre mes parents et que je vais pouvoir exprimer la colère que j'ai à l'égard de mes parents envers mes partenaires ou les personnes de mon environnement professionnel, sans réaliser qu'en fait, cette colère s'adresse à mes parents. Et quand je dis aux gens, mais vous êtes en colère... Contre soi-même aussi. Hein. Eh bien, justement, j'y crois pas. Tu vois, tu crois pas? Non, les gens me disent, je dis, vous êtes en colère contre qui? C'est marrant que tu me dis ça, parce que j'allais le dire. J'aime bien ta connexion. Je leur dis, mais finalement, votre colère ne vous sert à rien. Vous êtes en colère contre qui? Mais contre moi. Mais je dis, mais non, vous êtes une victime. Vous ne pouvez pas être en colère. Vous avez été un enfant blessé, un enfant abusé.
la colère que vous avez aujourd'hui, elle ne s'adresse pas à vous. Elle s'adresse aux parents ou aux personnes de votre famille qui vous ont fait vivre des choses difficiles. Ok, je vois. Et c'est là où c'est vraiment important, parce que c'est tellement difficile de renoncer à la reconnaissance éventuelle, potentielle, aléatoire de ses parents. C'est tellement plus simple d'être en colère contre la terre entière, mais pas contre eux. Parce qu'il y a toujours cet espoir qu'un jour ils vont nous reconnaître. Mais il faut savoir que même s'ils nous reconnaissaient adultes, de toute façon, ça ne sert à rien. Ouais. Ça n'en réparerait pas l'enfance. Et donc, nous allons chercher des environnements amicaux, professionnels ou amoureux qui vont nous mettre exactement dans la même posture de l'enfance, avec la même colère, la même frustration et surtout la même incompréhension. C'est-à-dire, pourquoi ça m'arrive à moi ? Ben, ça m'arrive à moi parce que quand j'étais enfant, on a décidé, ou j'ai anticipé, un rôle qui m'a été donné, que j'ai accepté. Et ce rôle-là, je continue à le vivre et à le revivre. Et je continue à faire vivre à cet enfant blessé exactement ce que j'ai vécu autrefois. Et c'est ça la prise de responsabilité. Oui, il faut dire aussi que beaucoup de ces interactions-là sont faites de manière inconsciente. Ce n'est pas que les gens disent « oui, je vais chercher un type pareil que ma mère pour me faire vivre ça ». C'est au niveau de l'inconscient que tout ça se fait. Donc le type, il ne va pas être pareil que ma mère, il va être pareil que ce que ma mère, que celui qui a fait vivre quelque chose à ma mère. Et donc je vais vivre la même chose que ma mère, version moderne. Donc c'est totalement inconscient, mais là où j'ai ma responsabilité, je peux déjà, par exemple, décider de ne plus démarrer avec des partenaires en couple, avec une addiction. Des choses qui sont déjà affichées. Si Exactement, affichées, c'est tout à fait ça. C'est comme si sur le panneau, il y avait écrit, voilà, le package, tu prends ou tu prends pas. Bah salut, sans moi, je ne prends pas ce package-là. Et ça commence par ne pas accepter des choses dès le départ. Non, je suis désolée, ce week-end, je ne vais pas être disponible. Je suis désolée, je ne peux pas prendre ce dossier-là. J'en ai déjà 5 sur mon bureau. Et ça fait 3 mois que je suis dessus. Je suis désolée, ça ne va pas être possible. Et le dire. Et là, je suis responsable. Alors, évidemment, quand je suis responsable, il y a de la rétorsion, des répercussions. Qu'est-ce que je risque ? Je risque. Oui, de perdre le travail, la personne. On me fait croire que je risque de perdre le travail. On me fait croire que je vais être dans une cage, comment on appelle ça, c'est les cages, dans une voie de garage. Enfin, on me fait croire que je ne serai plus aimée et que je n'aurai plus les mêmes avantages. Et c'est là où la question va être de, est-ce que je continue à jeter en pâture cet enfant dans des situations dans lesquelles je n'ai pas ma place, ou est-ce que je décide cette fois-ci de me positionner, avec les risques que ça comporte. Oui, parce qu'il y a un agissement par peur dans l'histoire. Hein. Ouais. Et la peur est toujours un mauvais ingrédient. Mauvaise conseillère, absolument. Ouais. La peur n'empêche pas le danger. Et souvent, ce qui se passe, dans tous les exemples que j'ai pu avoir de personnes qui se positionnaient, et je pense à cette jeune femme qui habitait chez ses parents, qui avait un job d'avocate, ça je crois que je peux le dire, et qui finalement donnait des cours à 40 € de l'heure à l'université, et était chez ses parents, et était complètement coincée. Et quand elle a commencé à se positionner, il y a un moment donné, ça s'est très très mal passé, parce que les parents étaient partis en vacances, et au marché, elle avait acheté des coquilles Saint-Jacques, et elle était dans une famille d'origine maghrébine. Et la mère a vu les coquilles Saint-Jacques et lui a dit « Tu es allée à la mer avec un homme et tu as fait des choses que tu n'as pas le droit de faire. » Elle avait 30 ans, la fille. Et la mère a piqué une crise d'hystérie. La fille a eu très très peur. Donc elle a tout caché dans sa valise, elle a tout fermé à clé. Et elle a commencé à prendre la distance. Déjà habité chez son frère. Déjà, c'était jouable. Et puis elle a commencé à envoyer des CV. À un moment donné, elle a pensé aller travailler carrément à l'étranger, parce qu'elle avait un travail. Et c'était peut-être une façon de quitter la famille, parce qu'elle était la bonne, l'infirmière, elle les emmenait à l'hôpital, et elle avait 5 frères et sœurs qui habitaient à côté, et qui ne faisaient jamais rien. Et donc tous les week-ends, elle était un petit peu au service de la famille. Et puis finalement, elle a fait le chemin. Ça n'a pas pris tellement longtemps. Et bien aujourd'hui, elle a monté un cabinet d'avocats dans une très grande avenue de Paris, dans le 8e arrondissement. Elle est en train d'acheter un appartement avec les économies qu'elle avait. Et ses parents sont là, en train de la vénérer.
et toutes ces belles-sœurs qui ne supportaient pas qu'elles ne soient plus au service, parce que du coup, maintenant, elles sont obligées de faire le travail, elles sont obligées de payer quelqu'un pour arroser leurs plantes l'été, elles sont obligées de participer à la cuisine le week-end quand elles vont voir la famille. Les belles-sœurs ne sont plus du tout encensées, et elle est devenue... tout le monde est à son service. Alors ça, c'est le cas de figure qu'on n'aurait jamais cru possible. Eh bien si. Et puis, il y a des cas qui se passent moins bien, dans le même type de famille. Mais j'ai pris cet exemple-là parce que c'est vrai que dans la famille maghrébine, on a souvent une fille qui est au service, qui reste célibataire et qui va s'occuper des parents, qu'elle ait fait des études ou pas. Et donc, dans des familles qui n'ont rien à voir avec tout ça, où il n'y a pas l'esprit communautaire, on a des enfants qui sont aujourd'hui des adultes sur lesquels on compte. Et quand ils commencent à prendre de la distance, parfois, on appelle tout le réseau. C'est-à-dire la marraine, les frères, les sœurs, les amis, et tout le monde appelle. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Voilà, mais c'est pas bien, tu vas les tuer, tu vas les tuer. Il y a même des parents qui vont mourir d'un arrêt cardiaque ou d'un cancer brutal en quelques semaines. Et là, tu as tué notre mère. Donc, sortir du conditionnement et prendre sa responsabilité, ça peut être une très jolie histoire, qui se passera un petit peu difficilement au début, ça ne faut pas rêver. Hein. Ce n'est pas la petite maison dans la prairie et le pays des fées et des poneys. De toute façon, un changement, ça passe par un moment difficile. Mais après, les choses se remettent en place. Donc ça peut se faire avec beaucoup de facilité, on va dire une relative facilité, si je suis déterminée, mais je peux aussi avoir face à moi des gens qui sont des gens toxiques et qui ne vont pas supporter que je sorte du rôle qui a été le mien jusqu'à présent. Et là, ça va être courage fuyant. Oui, c'est-à-dire que la famille, elle n'est pas intéressée, ou le groupe, parce que ça peut être aussi un groupe de travail, l'environnement. Ouais. Elle aimerait quelque part que les choses restent telles quelles. Exactement. Ça arrange beaucoup de monde. Ça arrange tout le monde. Ça arrange la personne qui génère ça, parce qu'elle est dans quelque chose qu'elle connaît bien, c'est-à-dire un système d'adaptation qui lui a permis de s'en sortir. Ça lui donne une position confortable qui la rend vivante, même si elle n'est pas heureuse. Et ça arrange tout l'environnement qui en profite. Et c'est quand même ça que je vois le plus dans mes consultations privées, c'est-à-dire des gens qui sont au service, quel que soit le domaine. Par exemple, vous déménagez, il n'y a personne alors que vous avez fait 20 déménagements dans l'année. Le jour où vous déménagez, tout le monde est malade. Le jour où vous allez mal parce que vous avez une rupture, il n'y a personne qui vous écoute alors que vous avez écouté tout le monde. Le jour où il y a un dossier de trop, vous savez que vous êtes au bord du burn-out et vous le refusez, personne ne veut prendre de dossier. Ça commence toujours par des injustices. Le mot-clé, c'est l'injustice. C'est finalement, si j'arrête d'être qui je suis, qui suis-je? Donc, tu serais en train de nous dire qu'il y a d'abord la responsabilité et après le courage de changer les dynamiques en fait, que je crée dans ma vie. C'est ça. Les systèmes. C'est un système, c'est-à-dire que chacun a son rôle. Et pour sortir de ce rôle-là, et ce qui peut aider, c'est de me dire, soit je continue à jeter en pâture cet enfant, comme je l'ai été autrefois, et dans ce cas-là, je joue le jeu de l'enfance et je lui dis tais-toi, soit je décide de sauver cet enfant, c'est-à-dire de le sortir de sa prison, et quel que soit le prix que ça va me coûter, quoi qu'il m'en coûta, c'est cet enfant et moi ensemble ou rien. Et à un moment donné, si je veux sauver ma peau, soit je continue à me sacrifier et je vais continuer dans cette espèce de vie où je survis, je ne vis pas, je survis, soit je les sacrifie et dans ce cas-là, je suis libre. Et il y a parfois un moment où je dois choisir entre l'environnement et moi. C'est-à-dire c'est mon enfant blessé et moi. Et on est unis tous les deux et on a donc l'énergie et le courage pour se battre. Soit on continue à s'écraser et on mourra comme ça dans la survie. Et parfois, c'est un vrai choix. Hein. Parfois, c'est petit bourgeois, parfois, c'est... Et nous avons toujours le choix. Et nous avons toujours le choix à chaque seconde. Ok. En ce moment, il y a comme une espèce d'énergie, de courage chez les femmes. Il y a eu, par exemple, aux États-Unis, l'affaire Weinstein. Et ici en France, ça commence aussi à avoir des répercussions. Est-ce que pour toi, ce sera comme une espèce que la Terre, que la conscience collective veut passer à autre chose? Alors, on va parler de la partie visible de l'iceberg. Ouais. C'est-à-dire que cette affaire-là, elle en dénonce, mais des milliers d'autres. Ouais. Je vais te donner un exemple très concret. J'avais 28 ans.
J'ai fait un tournage pour une émission de télé et on m'a suivi. Et le type, à l'époque, il y avait des budgets, donc il y avait un journaliste, il y avait un caméraman et il y avait un perchman. Le journaliste a passé son temps à me harceler sexuellement pendant toute la journée, à me faire des grosses allusions lourdingues, etc. C'était horrible. C'était horrible. C'est-à-dire que Donc le harcèlement, c'est une vraie souffrance. C'est beaucoup plus violent qu'on ne l'imagine et c'est tous les jours, c'est tout le temps. Et j'ai passé cette journée, au début j'étais un peu dans l'humour, à la fin j'en pouvais plus. Mais pour pouvoir faire ce tournage, jamais ça me serait venu à l'idée, à l'époque, de lui rentrer dedans. Aujourd'hui, bien sûr, je le ferais, mais j'ai passé l'âge. En fait, dans la réalité, les femmes vivent des choses extrêmement difficiles et les enfants et des garçons. Moi, j'ai quand même vu des cas d'enfants qui ont été abusés par leur mère et leur grand-mère. Enfin, j'ai vu des situations que tu peux imaginer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait que la société va mal, c'est que les gens sont avec leurs blessures d'enfance brutes et ça sort sous forme de pulsion, sous forme de tension, sous forme de besoin qu'il faut calmer. Et donc, déjà qu'on en parle, je crois que c'est le début. Mais on a beau en parler, enfin, le nombre de fois où les personnes viennent me voir... ça ne guérit pas les choses. Non, et puis c'est pas ça, c'est que ne porte pas plainte. J'ai une de mes coachées, par exemple, son mari est venu et l'a tabassé alors qu'ils sont divorcés depuis 8 ans. Et elle n'a pas été portée plainte. Et elle m'a dit, si je porte plainte, il va en tôle. Mais je lui ai dit, mais il faut qu'il aille en tôle. Parce que là, il va peut-être comprendre, il faut une interdiction. Les enfants sont grands, ils ont 12 et 17. Mais le type, il est venu, il est rentré dans la maison et il lui a cassé la gueule. Des histoires comme ça, j'en entends tout le temps. Alors, parfois, c'est le contraire. Hein. Ça arrive aussi que des femmes soient violentes. Et c'est pas spécifique des hommes, c'est pas ce que je veux dire. En tout cas, toutes ces blessures-là, tous ces conditionnements font que chacun fait comme il peut pour s'en sortir, que la majorité des gens rentrent dans le moule et ne se fait pas remarquer, mais qu'il y a des gens qui font vivre à leurs enfants, à leur environnement, une violence qui n'a jamais été traitée. Parce que soit ils sont allés tellement loin dans l'abus qu'ils sont identifiés à l'abuseur, et du coup, ils sont devenus abuseurs. Et donc, ils abusent les autres comme ils ont été abusés. Et là, ils sont passés de l'autre côté. Et là, on ne peut plus rien faire. Soit, ils peuvent entendre quelque chose. Et à ce moment-là, ils réalisent. Et là, c'est des gens qui disent j'ai fait du mal, je suis désolée. Enfin, qui reviennent là-dessus et qui changent. Heureusement. Et parfois, il y a des gens qui vivent des choses très violentes. Et ça ne les fait pas changer du tout. Et parfois, il y a des gens qui vivent la goutte d'eau de plus. Et là, ça va être la révolution. Il n'y a pas de règle, mais en tout cas, ça dépend vraiment de soi. Ok. Imagine-toi les gens qui sont en train de nous entendre, ça commence à ticter depuis un moment, qui sont envie de s'en sortir. Tu as parlé de la responsabilité, tu as parlé du courage, et ensuite. Moi, je crois que le commencement, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, c'est de rencontrer son enfant blessé. D'abord, d'admettre qu'on a été un enfant blessé. Et souvent, non, mon enfance, c'était parfait, mes parents sont des gens remarquables. Oui, bien sûr, j'étais battue au martinet tous les dimanches par principe avant d'aller à l'église, mais non, mes parents étaient des gens bien. C'est-à-dire que souvent, j'ai du mal à accepter d'avoir vécu un abus. Que ce soit un abus émanant des parents, de la grand-mère avec sa canne, ou d'un frère ou d'une sœur. Mais là, tu parles des abus assez importants, mais ça peut être des choses quotidiennes que les gens ne voient pas et qui pourtant ont une signification, un sens profond, tu vois. Le mot-clé, c'est l'injustice. Qu'est-ce qui, dans mon enfance, me donnait l'impression que je vivais quelque chose de pas juste? Tu vois? Et là, ça peut être effectivement des grosses choses violentes, mais des petites choses qui sont répétitives, comme tu dis si bien. Ou des moyennes. Ou des moyennes, parce que... Tout est possible. Voilà. Parce qu'en fait, à force de regarder le monde avec les yeux de nos traumas, nous avons tendance à avoir 5 ans quand nous faisons nos choix relationnels. Et nous sommes coincés finalement dans ces traumas-là parce que cet enfant est toujours coincé dans le trauma. Et donc quand tu me dis il y a le courage, il y a la prise de responsabilité, il y a l'action. Alors l'action, c'est ce qui va derrière le courage. Mais moi je pense qu'on ne peut pas avancer sans avoir nourri le mental. Alors on l'appelle le mental, l'ego. J'ai remarqué que les gens qui comprenaient ce qui s'était passé, c'est-à-dire qu'ils comprennent que ah oui, effectivement, ce que j'ai vécu, c'était pas normal. Ah tiens, je me vois le petit enfant, comme quand j'étais connectée tout à l'heure. Je vois l'enfant que j'ai été. Waouh! Pas que je me reconnecte quand même. Je vois l'enfant que j'ai été et je réalise qu'il a vécu. Mais attends, mon petit gars, ma petite fille, tu n'es plus tout seul maintenant. Maintenant que je t'ai vu, je vais plus te laisser faire. Je vais plus te laisser abuser comme tu l'as été. Déjà, ça, c'est les 3 étapes de base. À partir de ce moment-là,
j'ai bien compris que j'étais plus obligée de vivre puisque je suis adulte, et je vais prouver à ce petit enfant que je ne favoriserai plus les situations difficiles. Comment je vais faire? Alors, mais dans tous les cas, tu parles qu'il y a un travail à faire sur soi, c'est-à-dire les répétitions ne parlent pas avec le temps. Non, elle part pas toute seule. Un matin, ah, salut les répétitions, ah, bon, bon voyage. Non, non. Ça part à travers des expériences positives qui m'ont renforcée dans mon positionnement. Je vois qu'en étant courageux et en me positionnant, j'obtiens ce que je veux. Je vois que finalement les gens me suivent. Je vois que finalement on me dit, ah t'as mis du temps à me demander l'augmentation. J'attendais que tu me la demandes. Bon, j'ai juste attendu 5 ans. Donc, des comportements que je vais changer qui vont faire que je vais être dans un cercle haussier, un cercle vertueux, où il y aura de plus en plus de choses positives. Donc plus je vais me positionner, plus je vais sentir que ma place est juste, plus l'univers et les personnes autour de moi vont me renvoyer que je suis à ma place, et plus je vais prendre confiance en ma ressource. Donc il faut le courage, il faut l'action, il faut la prise de conscience que chaque fois que je vis quelque chose de difficile, je suis en train de revivre le conditionnement de l'enfance et que je ne suis plus coincée puisque je suis grand. Et à partir de là, déjà, tout ce que je vais mettre en place, ça va me donner l'impression que les portes s'ouvrent devant moi. Et c'est important de sentir que tout est possible. Tout à coup, une sensation d'être en fait dans la possibilité de réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Alors ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement au sein de mon entreprise, comme ça peut être un changement de métier, ça peut être un changement de partenaire, et ça peut être aussi une distance avec le cercle d'amis. Souvent, ça commence par prendre de la distance émotionnelle avec les gens avec lesquels on répète ces situations. Alors, il y a des gens avec lesquels ça va être très simple, il suffit de plus les voir. Mais avec la famille, c'est là où c'est le plus compliqué. C'est normal, puisque c'est le nerf de la guerre. Mais si j'arrive à aller dans une réunion de famille, à entendre tout ce qui m'agaçait jusqu'à présent, en ayant justement mon habit de canard et en laissant glisser, en me disant, c'est ma famille, mais je n'attends plus rien d'eux. Je les vois 1, 2, 3 fois par an. Ah, il y a une réflexion de ma sœur. Allez, je laisse glisser, je lâche prise. Ça ne m'intéresse plus. Et le lâcher prise peut être une autre clé. Parce que combien de fois les gens s'arc-boutent. Jamais je ne ferai ça, je lui dirai que je lui pardonnerai. Jamais. Mais si tu lâches prise, le combat s'arrête, faute de combattants. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de gens, de lâcher prise. Tu as dit tout à l'heure qu'à travers ces répétitions, inconsciemment ou consciemment parfois, nous cherchons l'amour, la reconnaissance, le lien, etc. Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de faire le deuil de ce que je cherche d'une manière toxique parfois pour moi et de le chercher différemment? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais le deuil du besoin de reconnaissance de mes parents, je suis libre. Ou d'amour, ou de oui, parce que quoi. Derrière mes parents, après, il y a mes choix amoureux. Si j'ai fait le deuil du besoin de reconnaissance de mes parents, je ne vais pas demander à mon partenaire d'être les parents que je n'ai pas eus. Donc, si j'ai fait le deuil du besoin de reconnaissance, je suis prêt à lâcher. Et je suis libre. Mais c'est la chose la plus difficile à faire au monde. Pour faire ce deuil, il faut être capable d'avoir la conscience que je peux apporter à l'enfant que j'étais tout cet amour qu'il n'a pas eu. Parce que la seule personne qui ne me décevra jamais, c'est moi. Et la seule personne qui pourra jamais être en colère contre moi, c'est moi. Sauf si je suis en train de reprendre le rôle des parents et de me traiter à travers mes choix relationnels comme mes parents m'ont traité. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que du coup, ça se passe entre moi et moi. Et c'est moi qui décide si je continue à me maltraiter ou si j'arrête la maltraitance. Mais si mon bénéfice caché est plus important, parce que je préfère encore en crever et être vivant, que de sortir de cette prison, alors c'est que c'est encore un peu tôt. La bonne nouvelle, c'est qu'à un moment donné, la personne va vivre quelque chose qui va être cette fameuse goutte d'eau, qui fait que tout à coup, c'est stop. Alors ça peut mettre 3 jours comme ça peut mettre 30 ans. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que notre vie est courte. C'est une lapadissade de dire ça, on le sait que la vie est courte. Mais on voit tellement de gens partir autour de nous, et des gens qui ne sont pas forcément âgés. Des gens qui sont partis prématurément, et je parle pas, je pense à 60-70 ans, c'est très jeune aujourd'hui.
Et je vois bien que parmi les parents de mes coachés, il y a beaucoup de gens qui à 60, 65 ans sont déjà des morts vivants, alors que d'autres à 95 ans conduisent encore leur voiture. Moi, je crois qu'on peut profiter des X années qui nous restent à vivre, qu'on en ait 60, 80 ou quand on en ait 30, et que c'est maintenant que ça se décide. Parce que ça va, si tu attends, qu'est-ce qui va se passer demain? Pourquoi demain ça changerait? Est-ce que les conditionnements, les mauvaises fréquentations vont s'arrêter? Non. Donc si moi je ne bouge pas, personne ne va bouger à ma place. Et c'est là où c'est important d'avoir l'énergie de réaliser que si je ne mets pas en place un changement, par des petites choses ou par des grandes choses, après ça dépend de moi, personne ne va le faire pour moi. Et je suis, à la fois c'est une bonne nouvelle, la seule personne capable de m'aider à mieux vivre les prochaines années. La mauvaise nouvelle, c'est que si je reste coincée dans l'enfance avec cet enfant blessé, eh ben ça peut encore durer 10 ans. Moi, je trouve que c'est trop long. Et plus on commence jeune, plus on s'en sort vite. Parce qu'on a moins accumulé, ça va beaucoup plus vite. Moi, je vois les mômes de 16-17 ans, en 2 séances, c'est bon, quoi. Tu vois bien qu'avec les plus jeunes, jusqu'à 25 ans, ça va très vite. Puis après, ça commence à s'être en fait, sédimenter en couches successives. Et là, il faut travailler les couches, quoi. C'est ça que je dis à mes enfants. C'est vrai, c'est bien. Alors, pour finir avec une note d'optimisme, j'imagine que tu as énormément de coachés. Est-ce que tu as vu que les gens, quand ils décident de le faire, ça marche? Alors ça, oui, c'est systématique. Ça commence par le travail, ne plus accepter la situation dans laquelle on est. Et ça commence par... je dis ça parce que c'est tous les mails que je reçois, c'est ça. Je reçois plein de mails du style « Ah, bah tiens, voilà la photo, j'ai un enfant de 2 ans et demi, ça, j'ai fait tout comme tu m'as dit, et à 43 ans, j'étais enceinte. » Donc c'est la femme la plus âgée que j'ai connue enceinte qui a suivi mes conseils, c'est 43. Donc je recule tous les ans à ma limite, là, sans passer par Barcelone et l'insémination. Donc ce sont des gens qui ont mis en place des choses, c'est-à-dire qui ont quitté des compagnons pervers et des boulots dans lesquels ils n'avaient pas leur place, qui se sont fait payer une formation pour avec une validation des acquis, et qui me disent, voilà, j'ai le boulot de mes rêves, j'ai quitté mon entreprise, j'ai monté la mienne, ou je suis exactement là où je voulais être. C'est surtout dans les amours, la maternité et le job que ça se passe. Et je me suis fâchée avec mes parents, ça a duré 6 mois, ils sont revenus, je n'ai rien lâché et maintenant ça se passe très bien. Je n'attends plus rien d'eux, etc. Donc, des exemples positifs, oui, quand les gens décident et qui vont au bout. Parce que souvent, ils commencent le chemin et puis ils ont la pression parce que personne ne veut qu'ils changent. Et à ce moment-là, ils disent « Oh, c'est pas grave, je me sacrifie, de toute façon, ça va pas changer, quoi. » Et c'est une grosse erreur. Donc la bonne nouvelle, et je pense que tu as aussi beaucoup de coachés, de patients qui vont bien et qui t'envoient des mails en disant, bah voilà, depuis qu'on s'est vu, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et quand j'arrive dans une ville et que je vois une fille qui arrive avec un chéri et une poussette et qui me dit, ah, on s'est vu il y a tant d'années, moi j'ai oublié, bien sûr. Et puis voilà, maintenant on est ensemble. C'est quand même au niveau de l'amour que j'ai le plus de... Bien sûr, j'ai des mails pour des boulots, mais c'est quand même au niveau de l'amour que ça se voit le plus, parce que c'est... Ah oui, la fille qui me dit, on s'est vu il y a 1 an et demi, elle m'écrit parce que le chèque du livre qu'elle avait acheté n'a pas été encaissé, donc le chèque a dû se perdre, parce que je les achète au libraire, bon. Et elle me dit, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un, maintenant ça fait 8 mois qu'on est ensemble, et on parle de se marier cette année. Si je ne vous avais pas vu, bah, je ne serais pas là. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est super, parce qu'on voit qu'il y a plein de gens qui avaient juste besoin finalement de nos conseils, d'un déclic, qui avaient besoin qu'on leur donne du sens pour montrer que ce n'étaient pas les dieux qui avaient décidé qu'ils allaient rencontrer toutes les personnes pourries du monde, que ça venait de leur histoire et de leur conditionnement, mais qu'une fois qu'on en a pris conscience et qu'on est d'accord pour prendre notre responsabilité et ne plus être dans la complaisance masochiste érotisée, alors là, effectivement, les choses bougent. Et c'est pas toi qui... Hein, tu en as plein des exemples comme ça. Hein. Je ne dirais pas le contraire. On est bien d'accord. Ça donne du sens, non seulement à notre mission, mais de voir que finalement, le jour où les gens sont prêts, ça peut aller très vite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la résistance... Et j'en sais quelque chose aussi, la résistance est quelque chose, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Nos résistances nous ont changé la vie, mais elles n'ont plus lieu d'être. Alors, bye bye la résistance. Bye bye. Ça peut venir d'une décision. Ça peut venir d'une décision, mais à mon avis,
partir du moment où il y a eu suffisamment de compréhension et de sens et d'outils pour y arriver. Parce que si un matin je me réveille en disant j'en peux plus, il ne va rien se passer. La décision, elle doit avoir du sens. Je ne ferai plus ça. Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais au moins ce que je ne vivrai plus. Et plus je vais arrêter de vivre les choses que je ne veux pas vivre, plus je vais avoir envie de vivre des choses différentes. Mais ça peut aller très vite. Et puis surtout, tu en sais quelque chose aussi, une petite consultation avec un bon thérapeute qui vous a bien accompagné au moment où on fléchit, ça fait du bien. On n'est pas obligé de voir quelqu'un toutes les semaines pendant des années. On peut faire quelques séances et puis revenir faire une piqûre de rappel. Et souvent, les gens n'y pensent pas. Ils ont un conflit et ils n'ont pas le réflexe de revenir voir le thérapeute. Et ils viennent quand ça fait 6 mois que les trucs ont déjà bien dégénéré. Et c'est dommage. Il faut toujours vous rappeler que si quelqu'un vous a aidé, cette personne peut vous aider à nouveau. Et c'est vrai que quand on a fini un travail sur soi, on n'a pas forcément envie de refaire. Mais une séance, tu fais ça aussi toi, hein, tu n'es pas obligé de suivre les gens. Voilà. Une séance, ça peut suffire pour nous remettre le pied à l'étrier et nous redonner l'énergie, le courage, et dire « Ah oui, c'est vrai, là j'étais en train de repartir. Mais je m'occupe de mon enfant blessé. Je lui reconfirme qu'il n'est plus coincé dans la prison de l'enfance. Et maintenant, j'avance. » Je crois que sous ces mots si positifs et optimistes, on peut finir. Merci. Eh bien, Merci. finissons et merci à toi, Anna.